Voilà le paradoxe. Une élue arrive avec un piège juridique, certaine de pouvoir démonter l'affaire Trump en 5 minutes. Et plus elle parle, plus Jack Smith confirme calmement chaque élément clé. That is correct. Puis encore, yes. Et encore, he did. Ce n'est pas un débat d'opinion, c'est une bataille sur l'intention, sur la preuve et sur ce qu'un président peut faire sans conséquence. Et si tu crois que ça ne te concerne pas, détrompe-toi, parce que la ligne qui se trace ici décide si, demain, n'importe quel pouvoir peut transformer une erreur en excuse et un mensonge en stratégie. Je vais te montrer comment une simple question sur mistake a failli retourner tout le dossier avant de faire exactement l'inverse. Et quand tu vois où ça mène, tu comprends pourquoi cette audition n'était pas un spectacle, c'était un test. Et la partie la plus inquiétante commence juste après ce mot « foreseeable ». Tout part d'une scène très simple et c'est justement ça qui la rend dangereuse. Une gentle lady from Florida obtient 5 minutes et attaque Jack Smith sur les règles du ministère de la Justice. On ne poursuit que si la preuve admissible peut suffire à condamner. Il répond « That is correct ». Puis, elle l'emmène sur Title 18, section 371, qui exige un accord pour interférer avec une fonction légale du gouvernement through deceit or dishonesty, avec une action knowingly and intentionally. Smith valide encore, mais elle ne révèle pas tout. Elle ne parle pas encore de la foule ni de la chronologie complète. Elle veut d'abord installer une idée. Si c'est une opinion, un désaccord ou même une erreur, alors l'intention criminelle s'effondre. Et c'est là que ça dépasse Trump. Parce que ce schéma, tu l'as déjà vu, transformer une accusation en débat technique, noyer l'événement dans l'ambiguïté, puis prétendre que rien n'est prouvable. La vraie question, ce n'est pas qui a raison. C'est si quelqu'un peut rester au pouvoir en disant « je croyais que c'était vrai », qui décide encore de la réalité? Voici la vérité brutale. Jack Smith ne répond pas comme quelqu'un qui doute. Il répond comme quelqu'un qui pense avoir la clé. Quand l'élu insiste que l'article 371 exige dishonesty or deceit et une action knowingly and intentionally, il ne se défend pas, il confirme. Puis, quand elle tente de l'enfermer avec l'idée qu'une mistake ou un simple désaccord ne peut pas prouver l'intention, il lâche le point central. We needed to prove that the false statements were knowingly false. Ce n'est pas « il avait tort », c'est « il savait ». Et il ajoute qu'il comptait prouver que les déclarations étaient fausses and that it was done knowingly. Ça change le dossier parce que ça transforme la défense « je croyais » en question de preuve. Qui lui a dit la vérité et qu'est-ce qu'il a choisi d'ignorer? Mais voici ce qui manque dans l'attaque de l'élu. Elle parle de loi, mais elle ne mentionne pas encore les témoins. Elle dit aucune preuve directe, mais Smith répond qu'il avait « direct testimony from a number of witnesses ». Et là, tu comprends? Ce n'est pas un jeu de mots. C'est un combat sur ce que les gens ont vu, dit et confirmé. Et là, ça monte d'un cran parce que l'élu change d'arme. Elle quitte l'article 371 et passe à l'obstruction en insistant sur « wrongful intent ». Smith répond « that's correct ». Elle tente alors la faille parfaite. Si un défendeur croit vraiment une affirmation, il ne peut pas être condamné. Mais Smith ne suit pas sa logique. Il redéfinit le terrain avec un mot qui pèse lourd, « corruptly ». Il explique que « corruptly » peut inclure le fait de chercher un unlawful benefit et il donne l'exemple « to stay in office when they had in fact not won the election ». Là, ce n'est plus une discussion sur l'erreur, c'est une discussion sur le bénéfice. Et ensuite, l'élu joue la carte du brouillard. Elle cite des conseillers Giuliani, Eastman, Clark, Powell et affirme qu'il recevait des avis contradictoires comme si ça effaçait l'intention. Smith répond qu'il n'a pas dit qu'il regurgitait et ajoute que Trump faisait des affirmations knowingly false et rejecting ce qui ne le gardait pas au pouvoir. Ce genre de scénario n'a rien de nouveau. L'histoire est pleine de dirigeants qui, face à une défaite, testent les institutions une par une. Le problème, c'est quand ça commence à devenir normal.
Et voici le moment où ça devient impossible à dépolitiser parce que la preuve se durcit. L'élu affirme qu'il n'y a aucune preuve directe d'intention et que l'affaire ne tiendrait pas au procès. Smith répond l'inverse. Il dit qu'il pensait avoir une preuve beyond a reasonable doubt et précise que cette preuve incluait direct testimony from a number of witnesses pour établir the knowing falsity of his claims. Puis, comme si ça ne suffisait pas, l'autre camp arrive et verrouille la chronologie avec une rafale de confirmation. Une élue rappelle que Smith a obtenu des actes d'accusation dans 2 affaires fédérales: interférence électorale et documents classifiés. Smith: Yes. Ensuite, elle demande si l'enquête a trouvé des fraudulent slates of presidential electors dans 7 states. Smith: Yes. Pression sur des responsables d'État? Yes. Diffusion de lies and conspiracy? Yes. Pression sur le DOJ? He did. Pression sur Mike Pence? He did. Et quand elle demande si Trump a motivé une foule vers le Capitole, Smith répond que leurs preuves montraient qu'il caused what happened on January 6, que c'était foreseeable et qu'il exploited that violence. Après ça, tu ne regardes plus cette affaire de la même façon. Et maintenant, tout s'empile d'un coup, comme si la salle perdait le contrôle. D'abord, l'élu qui attaque Smith tente une autre brèche, le timing. Elle cite la règle du DOJ qui interdit de choisir des actions pour influencer une élection. Smith répond immédiatement « Yes, I am ». Il dit qu'ils ont suivi « The Election Year Sensitivities Policy » in all respect, et ajoute que « The Public Integrity Section a confirmé ». Puis son temps expire. Fin du duel. Mais au lieu de retomber, l'audition accélère. Une série de demandes without objection surgit avec des titres d'articles lancés comme des coups AT&T turned Kevin McCarthy's cell phone records over to Jack Smith. Biden's legal team met with Jack Smith aide before Trump indictment. Jack Smith deposition gives insight. Mixed history. Même un élu dit qu'il a lost track after all those unanimous consent requests. Et c'est exactement ça le sentiment. Trop de bruit, trop vite. Puis, au milieu de cette saturation, une autre élue reprend la main et change totalement le ton. Elle remercie Smith pour son courage et dit que « the facts are simple ». Et là, la question devient terrifiante. Si tout s'emballe à ce point en public, que se passe-t-il quand la prochaine crise arrive? What happens if this continues? Parce qu'au final, ce n'est pas Jack Smith qui va vivre les conséquences au quotidien. C'est toi. Quand Smith dit que ne pas tenir les puissants responsables peut être catastrophique, il ne parle pas d'un concept abstrait. Il dit que ça pousse les gens à croire qu'eux non plus n'ont pas à suivre la loi. Et il ajoute que ça peut endanger election workers. Donc, ça descend immédiatement sur des gens ordinaires, ceux qui comptent les votes, ceux qui certifient, ceux qui font tourner le système pendant que tout le monde crie. Et l'élu qui témoigne décrit exactement ce que ça fait dans le réel. Elle était trapped in the house gallery. Elle se souvient de the pounding on the doors et des menaces de mort right outside. Ce n'est pas une dispute Twitter. C'est une porte qui tremble et une foule qui pousse. Et même si tu n'as aucun camp, tu sens le résultat, plus de peur, plus de suspicion, plus de pression sur les institutions. Parce que si une élection peut être décrite comme rigged via des lies and conspiracies, alors chaque prochaine élection devient un champ de bataille potentiel. Et toi, tu te retrouves à vivre dans un pays où le résultat n'est jamais accepté, seulement contesté. Si ça te paraît familier, dis-le dans les commentaires. Parce que c'est exactement comme ça que le quotidien devient instable sans prévenir. Maintenant, on sort du choc et on regarde le moteur. Parce que ce transcript révèle une mécanique froide. Ce n'est pas seulement une affaire de vérité, c'est une affaire de pouvoir. D'un côté, une stratégie consiste à tout réduire à l'intention mistake, opinion, disagreement. Si tu ne peux pas lire dans la tête, tu ne peux pas condamner. De l'autre, Smith tente de déplacer le centre de gravité vers le bénéfice et la sélection. Agir corruptly, chercher an unlawful benefit to stay in office. Et au-dessus de tout ça, il y a le spectacle. Les rafales de unanimous consent, les titres jetés comme des preuves, créent un brouillard où le public finit par se dire « Je ne peux plus savoir ». Et quand les gens ne peuvent plus savoir, ils choisissent un camp.
pas une réalité. C'est ça, l'incitation. Plus tu crées de bruit, plus tu gagnes du temps, plus tu fatigues l'attention, plus tu neutralises les faits. Et c'est pour ça que la phrase « direct testimony » est si importante. Elle tente de ramener la bataille à quelque chose de solide, de vérifiable. Mais la vérité la plus inquiétante, c'est celle-ci. Dans un système saturé, la preuve seule ne gagne pas toujours. Ce qui gagne, c'est la perception. Et si la perception devient l'arme principale, alors la prochaine crise n'a même plus besoin d'être crédible, elle a juste besoin d'être bruyante. Et voilà la trajectoire, le futur proche, celui qui est déjà en train de se former pendant que tout le monde regarde le passé. Dans ce transcript, Smith trace une ligne. Si on ne tient pas les puissants responsables, ça envoie le message que « those crimes are okay » et ça peut mener à « much worse results down the road if this happens again ». Donc une voie, c'est celle où le système tient. La règle « the law should be applied equally to everyone » devient réelle et ça crée une frontière claire, pas une paix magique, mais une limite. L'autre voie, c'est celle où l'intention devient un refuge universel. Tout est requalifié en « je croyais ». Tout se perd dans les conseillers, les versions, les conflicting advice, et la vérité devient optionnelle. Et dans ce monde-là, la prochaine tentative n'a pas besoin d'être plus violente, elle doit juste être plus efficace, plus juridique en apparence, plus propre sur le papier. Parce que le transcript montre déjà l'escalier, 7 states, fraudulent slates, pression sur des officiels, pression sur le DOJ, pression sur Pence, puis la foule. Et Smith ajoute « foreseeable » et « exploited ». Donc le débat n'est plus « est-ce que ça peut arriver ?» c'est « qu'est-ce qui empêche que ça arrive mieux ?» Rien n'est certain, mais la dynamique est claire. Plus le pays accepte le brouillard, plus il invite la répétition. Et quand tu vois ça, tu sens que le prochain mouvement n'attend pas 2028. Il est déjà en préparation. Voici l'insight qui boucle tout, et tu vas t'en souvenir longtemps. Une démocratie ne meurt pas seulement quand quelqu'un prend le pouvoir. Elle commence à mourir quand la réalité devient négociable. Et ce transcript, au fond, raconte exactement ça. Une bataille pour décider si mistake peut effacer knowingly false, si le bruit peut écraser direct testimony, et si un bénéfice illégal, to stay in office, peut être rebrandé en simple opinion. En une phrase, toute l'histoire est là. Ce n'était pas une dispute sur l'élection. C'était un test pour savoir si un président peut tenter de rester, puis appeler ça une erreur. Et quand Smith dit que ne pas tenir les puissants responsables peut être catastrophique, il ne parle pas de Trump, il parle du précédent. Parce qu'un précédent enseigne. Il enseigne à la prochaine personne ce qui marche, ce qui ne marche pas, et jusqu'où on peut pousser avant que le système réagisse. Et la dernière ligne de ce transcript, c'est presque un avertissement. « Much worse results down the road if this happens again ». Donc la vraie question n'est pas qui a gagné cette audition. La vraie question, c'est est-ce que le pays est en train de s'habituer à l'idée que tout est contestable, même la réalité. Si tu veux comprendre ce qui arrive ensuite, suis-toi à cette chaîne. Abonne-toi parce que la prochaine vidéo, c'est la couche que personne n'explique clairement. Comment une crise devient un modèle et comment un modèle devient une routine.